Merci, bonjour à tous. Merci donc à l'ONPE, Flore Capelier, Violaine Blin et tous les collègues de l'ONPE de nous laisser la possibilité de nous exprimer sur ce sujet où on a effectivement beaucoup entendu de choses très intéressantes ce matin. Donc la question qui nous était posée de traiter, enfin qui nous était donnée, c'était de traiter la difficulté de repérer et mesurer les négligences. Donc, je ne vais pas revenir sur la question des définitions qui a été largement abordée ce matin. On peut se dire donc que les négligences, c'est une absence de réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant et donc un défaut d'action, ce qui a été rappelé par Madame Zaouch. Mais finalement, plus que les autres situations de maltraitance qui sont les violences physiques, violences psychologiques, violences sexuelles, la particularité des négligences, c'est bien l'absence de réponse aux besoins des enfants. Et en fait, les besoins des enfants qui ont été bien évidemment évoqués dans la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, le rapport de Madame Martin-Blacher, eh bien, ces besoins, ils sont tout à fait variables par rapport à l'âge. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des nourrissons ce matin, mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à faire un focus sur le plus grand, j'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi, ils sont variables par rapport à la norme sociale qui est admise collectivement et individuellement. Ça a pu être un petit peu évoqué tout à l'heure. Sur les données statistiques, j'ai regardé un petit peu la littérature sur le sujet, les données sont éparses, les données sont aussi parfois sous-tendues par la question des négligences physiques et des négligences psychologiques, ça a pu être évoqué tout à l'heure dans les définitions. Et en fait, on s'aperçoit, je voulais juste vous faire part un petit peu de ces situations, que pour évoquer ou pour retenir des négligences, en fait, on a effectivement des grilles d'entretien. Et les grilles d'entretien, contrairement par exemple aux autres maladies, alors je pense à la douleur, je pense à l'infarctus, etc. Les grilles d'entretien, elles sont basées sur des données qui concernent l'enfant, mais elles sont aussi basées sur des données qui concernent le parent, ce qui est quand même une situation qui est assez étonnante et en tous les cas singulière. En tous les cas, ce qu'on peut voir dans les données de la littérature, en reprenant une étude qui avait été faite par Clément et publiée dans Public Health en 2016, c'est qu'effectivement, les négligences sont bien perçues dans la petite enfance, mais pas très bien perçues à l'adolescence. Et ça, c'est aussi une question qui, moi, me pose tout à fait, qui pose tout à fait question, parce que les enfants qui sont très négligés pendant la période de la petite enfance, ils grandissent, donc de toute façon, ils vont aussi avoir des signes cliniques. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'on est bon pour repérer les négligences quand les enfants grandissent? On a aussi beaucoup parlé, et ce matin, et on en parle dans les situations épidémiologiques qu'on rencontre, des facteurs de risque. Et finalement, on finit par presque les penser comme étant des facteurs prédictifs, ce qui, je trouve, est assez gênant sur la question éthique, en tous les cas, du diagnostic. Et la question que ça pose aussi, me semble-t-il, c'est que est-ce qu'on ferait des études sur d'autres situations de maltraitance, par exemple, c'est une question que je vous pose, sur les violences sexuelles avec des entretiens qui seraient concomitants, auteurs et victimes. Ça, c'est une question qui est en tous les cas particulière aux négligences. Et pour le coup, peut-être que ça fait partie de la question, enfin en tous les cas d'un facteur de risque d'invisibiliser ces situations. S'agissant de l'auteur, bien sûr, je partage l'avis de Madame Zaouch tout à l'heure qui a été évoqué, c'est-à-dire on oublie complètement les milieux favorisés avec des expressions très particulières, mais aussi on a des difficultés dans les milieux très défavorisés, dans lesquels il y a des aides, un étayage très fort, et finalement, j'y reviendrai aussi, la question de la remise en cause dans le diagnostic de l'étayage mis en place est probablement quelque chose qui fait écran au diagnostic des négligences. Alors, s'agissant de l'élaboration sur les données statistiques de façon générale, toute activité confondue, la question qu'on peut se poser, c'est que faire un diagnostic de négligence pour un professionnel, c'est aussi constater l'échec peut-être de nos actions de prévention et d'accompagnement. Et c'est certainement quelque chose de très difficile et c'est quelque chose qui fait écran, qui nous empêche de voir les négligences.
On utilise donc la question des référentiels, la question de la place du parent, de la place de l'enfant, dont on a parlé aussi. Et puis, il y a la question aussi des enquêtes de victimation, dont on sait qu'elles peuvent être très solides sur les autres situations de violence, mais en fait, on s'aperçoit que sur les négligences, elles ne sont probablement pas très bonnes. D'abord parce qu'il y a un décalage générationnel et que ce qui est considéré comme négligent en 2020 l'était probablement pas dans les années 90, qu'on est aussi dans une impossibilité d'évaluer la population pédiatrique et probablement aussi dans une impossibilité de voir ce que les négligences ont eu comme impact sur le développement. Donc ça, c'est un propos général. S'agissant des situations de négligence évaluées dans la recherche sur le plan notamment médical, j'avais envie de vous dire plusieurs choses. La première, c'est que sur le plan médical pédiatrique, c'est très contre-intuitif la négligence et la quantification est très, très difficile de la place de l'enfant. C'est-à-dire que en quoi c'est contre-intuitif un enfant qui va être, par exemple, un enfant, on va parler d'un peu plus grand, qui va pouvoir sourire, avoir un attachement indifférencié, et bien de façon contre-intuitive, ça sera un peu l'enfant mascotte d'un service, l'enfant mascotte de consultation. Et si on n'est pas formé à cette clinique-là très particulière, on ne va pas diagnostiquer la négligence. Ce qu'on sait aussi sur ce diagnostic, c'est qu'il n'y a pas de valeur seuil, il n'y a pas de gold standard. Et il y a aussi, par exemple, si on parle d'une fracture, on fait un diagnostic de fracture, c'est cassé, c'est pas cassé. Mais en tous les cas, sur les négligences, c'est assez compliqué de déterminer un gold standard. Donc, on peut dire aussi que c'est très soumis à l'appréciation personnelle. C'est soumis à l'appréciation personnelle de celui qui est aussi l'accompagnant de ces familles ou de ces diables mères-enfants qui sont dans ces situations de précarité ou en tous les cas dans des situations affectives compliquées. Et puis, la question que ça pose aussi sur le diagnostic, c'est celui de la reproductibilité en fait, du diagnostic avec une reproductibilité interpersonnelle et une reproductibilité dans le temps qui est probablement pas très bonne. S'agissant des négligences en santé, j'ai épluché le PMSI. Alors, le PMSI, c'est ce qui permet pour les médecins hospitaliers de coder les situations de négligence. Alors, il y a deux cotations pour les mauvais traitements, la T74, qui sont les syndromes dus au mauvais traitement, et la cotation des négligences. Et la seule cotation des négligences telle qu'elle est dans le PMSI aujourd'hui, c'est le délaissement et l'abandon. Donc, autant vous dire que les situations de négligence nettement plus fines sur les troubles de l'attachement, on ne les a pas. C'est-à-dire que quand bien même on les aurait sur de la coexistence, parce qu'il faut bien avoir en tête que ces situations sont gigognes, c'est-à-dire que quand on a des situations de violence, on a aussi à chercher des situations de négligence. Et donc, la T74.0, le délaissement et l'abandon, clairement, c'est des situations gravissimes et on en voit bien sûr, mais on n'en voit pas tant que ça et bien moins que des situations de négligence. Il y a aussi dans cette T74.0 une confusion entre l'adulte et l'enfant, ce qui est assez étonnant parce qu'on pourrait avoir ce diagnostic de délaissement et abandon pour une personne âgée qui serait en EHPAD et qui serait délaissée par son entourage. On a les autres cotations, c'est des cotations Z62, qui sont des autres cotations, mais qui ne sont pas liées à la présence du parent, puisqu'elles sont explicitement liées à l'éducation, à l'exclusion des items en lien avec les mauvais traitements intrafamiliaux. Donc, en fait, ça veut dire que sur le plan des PMSI médicaux, c'est illisible pour les hospitaliers. En plus, classiquement, ce qu'on fait, c'est que on cote un diagnostic principal, puis des diagnostics secondaires. Donc, en fait, c'est des diagnostics qui sont très, très rarement cotés. Donc, ces données PMSI, c'est très peu, coté de la sorte, c'est très peu encourageant et ça ne va pas du tout permettre la reconnaissance médicale. Quand on est dans des situations sur le volet pédiatrie médico-légale et la caractérisation judiciaire en appui du système judiciaire, il y a aussi beaucoup de difficultés qui émergent. Alors, bien sûr, il y a la question de l'élément légal qui avait été abordé lors du premier séminaire, notamment il faut une infraction visée par le code pénal et on a bien vu qu'on avait une myriade d'infractions possibles et que c'était quand même très compliqué. Il faut aussi qu'on ait une caractérisation du dommage. Les négligences, c'est vraiment multifacette. On a aussi une atteinte des fonctions supérieures, on a des atteintes qui sont banalisées. Tout à l'heure, une collègue disait qu'on n'a pas d'atteinte clinique et c'est vrai qu'on n'en a pas si on ne les cherche pas sur le plan somatique notamment. Et donc, l'atteinte dentaire, par exemple, les troubles d'acquisition scolaire, les troubles des fonctions sociales, c'est banalisé, mais pour autant, ça existe.
La caractérisation du dommage aussi, c'est des délais très longs et c'est des délais très longs d'apparition qui nous mettent à mal, notamment sur la réponse à l'instance judiciaire. Il y a la question aussi du lien de cause à effet, c'est-à-dire que pour qu'un dommage soit relié à une infraction, il faut que le lien de cause à effet soit certain. Et que là aussi, il y a une difficulté d'identification de ce lien avec une situation clinique qui parfois est assez facile à suspecter, je pense sur les expertises ou les réquisitions, enfin, soit assez facile. Mais en tous les cas, on a une difficulté à mettre le lien direct et certain entre la cause et la conséquence. Et puis, il y a tout le problème aussi qui a pu être abordé dans les interventions précédentes, c'est la problématique de l'état antérieur. Et c'est vrai aussi que dans la dynamique un peu transgénérationnelle de ces négligences, se pose vraiment clairement la question de l'état antérieur. Le dernier point qui est difficile en termes de caractérisation, notamment sur le plan de pédiatrie médico-légale, c'est la question de la définition de l'ITT auquel les magistrats sont très attachés. Et finalement, comme l'ITT doit répondre à un acte aigu et qu'on est dans les négligences sur des phases très longues, et bien déterminer une ITT, c'est souvent très compliqué. S'agissant de la remontée des données, bien sûr, les données, on ne peut que se réjouir que les données des départements à l'ONPE, il y ait effectivement des items de négligence, mais là, encore une fois, dans le décompte, est-ce qu'on compte une situation, un enfant, une famille? Il y a vraiment quelque chose à se poser comme question là-dessus. Et puis, si on veut effectivement avancer sur le plan de la recherche, c'est croiser les données. Et là, clairement, dans nos situations de recherche, Nathalie Vabre y reviendra tout à l'heure, il y a deux très gros obstacles au croisement des données. Et finalement, peut-être que ce dont on s'aperçoit à la fin de cet exposé, c'est que le plus petit dénominateur commun dans les situations de négligence, c'est les situations historiques. Et finalement, le reste des situations sont rendues complètement invisibles. En conclusion, de mon côté, c'est qu'il y a, à la lumière de ces éléments, il semble exister vraiment une perspective du côté des enfants qu'on doit mettre en œuvre pour que notre système de santé et d'évaluation ne soit plus négligent par rapport aux négligences. Donc, effectivement, évaluer en pédiatrie médico-légale, c'est-à-dire évaluer bien évidemment ce qui est parfois plus visible, mais pas tant que ça, la question des violences. Je sais que Nathalie Vabre y reviendra. Mais c'est aussi se permettre d'évaluer les autres situations de violence ou de négligence sur des situations très gigognes, et ça, on doit l'avoir en tête. Et avoir en tête aussi une évaluation intégrée de la santé physique, psychique et sociale, donc l'intégration effectivement de l'ensemble des partenaires, travailleurs sociaux, médecins, pédopsychiatres, psychologues, pédiatres est vraiment essentiel. Il faut vraiment qu'on arrive à élargir le focus à des atteintes qui peuvent être initialement bruyantes sur le volet développement de l'atteinte du lien effectivement pédopsychiatrique et vraiment y associer toute cette clinique-là. Voilà. Et donc, avoir aussi en tête, et ça c'est un message qu'on souhaitait faire passer avec Nathalie Vabre, la co-occurrence de toutes ces situations de violence et de négligence en protection de l'enfance, avec la difficulté, bien sûr, de voir les négligences qui finalement ne nous sautent pas aux yeux. Voilà, je vais passer la parole à Nathalie. Merci Martine et merci de m'avoir invitée. Je réagis par rapport à ce que j'ai entendu, puisque malheureusement, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu assister aux autres interventions, mais j'ai entendu la fin des réponses aux questions de Mme Zaouch et ce que tu viens de dire, Martine. Je viens d'aller voir dans le service là, un petit bébé de 2 mois qui est né à terme et qui nous a été adressé par le médecin traitant et la PMI pour justement une situation de suspicion de négligence avec un bébé qui a déjà un retard. Alors, qui là aussi, on parlait tout à l'heure de ce qui est perceptible sur le plan somatique, effectivement, pour le médecin qui l'a vu aux urgences et qui est moins expérimenté et qui est urgentiste de formation, il trouvait que ce bébé avait plutôt une courbe de poids satisfaisante et un bilan psychomoteur en lien avec son âge. En fait, l'analyse dans le service avec des professionnels qui ont plus d'habitude, des puéricultrices, des auxiliaires qui ont plus d'habitude, ce bébé a déjà un retard psychomoteur important et des difficultés dans le contact. Et ce petit bébé où tout le monde, plusieurs professionnels, au moins 3 institutions, PMI, médecin traitant, une assistante sociale de mairie qui aidait les parents dans les papiers, ont bien perçu les difficultés de ses parents et la question de la négligence. Mais effectivement, tu parlais des intrications. Là, ça fait donc 2 nuits que ce bébé est là et ça fait 2 nuits. L'équipe dit, en fait, c'est le papa qui dort là, ce n'est pas la maman.
qui se repose, qui est fatigué. Voilà, c'est le discours qu'ont les deux parents. Alors, maman est en visio dans la chambre en permanence, monsieur a le portable avec madame en visio. Et monsieur, ça fait 2 nuits qu'il interdit. C'est-à-dire que quand son bébé pleure, l'équipe vient, voit que le bébé pleure, a besoin peut-être de boire, d'être pris, et monsieur interdit qu'on lui donne à manger et interdit en disant non, non, elle n'a pas faim et non, elle ne pleure pas. L'équipe perçoit les pleurs du bébé, perçoit la détresse du bébé. Monsieur qui est dans la chambre dit elle ne pleure pas et elle n'a pas besoin de biberon et je ne veux pas de biberon. Et ça fait 2 nuits que c'est comme ça. Bien sûr, évidemment, on ne va pas laisser les choses comme ça. Mais c'est vrai que la frontière, cette question des négligences et de la question voilà, de quelque chose qu'on ne fait pas et qui ne. Donc, réponse, là, pour moi, il y a de la violence aussi. C'est-à-dire que ce papa qui interdit qu'on prenne le bébé, qui dit je ne le prendrai pas dans les bras et j'interdis à l'équipe de le faire et je ne veux pas qu'on lui donne à manger, l'équipe l'a vécu comme extrêmement violent vis-à-vis du bébé. Et on voit bien quand on parle des violences par commission et des négligences qui seraient des violences par omission, et ben les frontières, quand on n'est pas 24 heures sur 24 avec le bébé et ses parents, c'est compliqué. Hein. Et cette maman qui paraît extrêmement déprimée, ce papa qui semble prendre plus les choses en main à l'extérieur quand on les voit sur un petit temps, là, voilà, se pose aussi la question des violences conjugales, enfin de plein de choses, dans cette prise en main du papa, ce qui est en relais de la mère sur les difficultés. Voilà. Là, moi, je suis d'accord avec l'équipe sur l'idée qu'on perçoit là quelque chose qui est dans la passivité d'une extrême violence pour ce bébé. Donc, je voulais vous dire ça parce que ça m'arrive là ce matin. Alors, parler des difficultés de recueillir des données et de faire de la recherche, on est en plein dedans. Vous savez qu'on travaille à Nantes avec le professeur Carl Le Guen, qui est à la fois présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale et coprésidente des assises de la santé de l'enfant, qui est épidémiologiste, infectiologue et épidémiologiste au départ. Donc, l'épidémio, c'est son boulot. Donc nous avons mis en place une expérimentation nationale en coportage avec la DGCS qui s'appelle Santé protégée et qui est en expérimentation sur 4 départements, dont la Loire-Atlantique, mais il y a aussi les Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne, le 93 et la PJJ de Loire-Atlantique qui n'est rentrée que depuis quelques mois. Ça concerne les 0-18 ans. C'est un forfait de 4... Alors, tout ce qui a été défini par rapport à un budget de la CPAM. Bien sûr qu'on aurait voulu inclure les jeunes majeurs protégés, etc. Mais les contraintes et les restrictions, le cahier des charges de cette expérimentation sont bien sûr les contraintes budgétaires de l'équipe article 51 et de l'assurance maladie, évidemment. Donc, il y a eu des négociations pendant plus d'1 an et demi pour la mise en place de cette expérimentation. L'idée est vraiment très minimaliste. C'est que dans la loi de 2016 est prévu un bilan obligatoire à l'entrée dans la mesure et au moins 1 fois par an ensuite. On sait tous, enfin, on ne sait pas bien exactement combien sont faits, est-ce que c'est la moitié. Dans notre département, c'était une toute petite, c'était, on va dire, la moitié des enfants confiés, ceux qui sont en milieu ouvert n'avaient pas leur bilan. Et en milieu confié, c'était un petit peu plus que la moitié des confiés, donc on va dire un quart, puisque notre département, c'est un peu moins de 6 000 mineurs bénéficiant d'une mesure, dont à peu près, je crois que c'est 5 800, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'était, varie un peu chaque année, là, 2 700, on va dire, enfants confiés. Et le médecin protection de l'enfance, on a la chance d'avoir un médecin référent protection de l'enfance, qui est très actif et qui arrivait à obtenir pour ces enfants une petite moitié de bilan annuel. Donc, l'idée, c'est de faire appliquer cette loi et que ces enfants aient vraiment leur bilan d'évaluation somatique et psychique. Évidemment, ces 6 000 enfants, la PMI peut voir les plus petits, pas les autres. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur les réseaux de ville et pour les situations les plus compliquées, les plus complexes d'hôpital, mais qu'on puisse s'appuyer sur le réseau de ville en contractualisant avec des médecins de ville généralistes et pédiatres, et que le forfait de 430 € par enfant paye la coordination, c'est-à-dire une véritable coordination de soins, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie que les choses sont faites, comme on l'a dans les réseaux
en copiant tout simplement les réseaux Grandir ensemble pour les enfants prématurés, où il y a des rappels, où pourquoi tel enfant n'a pas eu son bilan, ou telle préconisation, pourquoi elle n'a pas été faite. L'infirmière de coordination va rappeler en disant qu'est-ce qui s'est passé. Bon, c'est un rendez-vous loupé parce qu'on a eu un problème, ou alors effectivement, c'est les parents qui ne viennent pas du tout au rendez-vous. Ou est-ce que telle préconisation qui a été faite n'est pas faite parce qu'on n'a pas eu le temps, ou est-ce que c'est on n'a pas trouvé l'accès aux soins. Donc l'idée d'une coordination qui est à côté du département, qui dépend de l'ARS, des plateformes de suivi et de coordination qu'on appelle les PTA, les plateformes territoriales d'appui, qui viennent vraiment en coordination pour les soins, en appui des professionnels de la protection de l'enfance pour s'assurer que les soins sont faits et les préconisations faites. Il y a un bilan standard. Le forfait permet de valoriser la consultation à hauteur d'une consultation très complexe pour le premier bilan, complexe pour le bilan annuel, sachant qu'on a obtenu depuis dans le droit commun que ça soit valorisé en complexe, le bilan d'entrée dans la mesure, et maintenant il y a une nomenclature, il est valorisé en consultation complexe dans les départements non expérimentateurs pour tous les enfants dans le droit commun, et peut faire des préconisations, et le forfait permet de payer quelques séances, évidemment pas tout, mais dans l'attente du droit commun, je pense particulièrement au CMP et au CAMS, de pouvoir rembourser quelques frais de professionnels actuellement malheureusement non remboursés, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes. Donc voilà voilà l'objectif. Alors un des freins principaux qu'on nous avait dit, nous a dit mais non, les médecins de ville sont débordés, vous ne les convaincrez pas, ils sont déjà dans plein de réseaux. Alors je ne peux vous donner là que les chiffres de Loire-Atlantique, parce que les autres départements ont commencé après, on des chiffres un petit peu plus bas, mais pour autant, ils ont été extrêmement dynamiques et ils ont démarré beaucoup plus vite que nous. Ça a pris beaucoup de temps, puisque la crise Covid a quand même impacté. Mais vous voyez, là, on a actuellement, je regarde ma petite feuille pour ne pas me tromper, mais actuellement, on a 374 médecins. Vous enlevez 40 médecins de PMI, et vous voyez qu'on a plus de 300 médecins libéraux qui acceptent de voir des enfants. Alors, évidemment, c'est un système extrêmement souple, c'est-à-dire que ça peut être le médecin généraliste, je pense au milieu ouvert, qui est déjà le médecin généraliste de la famille, et c'est à lui qu'on va proposer de contractualiser pour faire le bilan annuel. Et évidemment, l'idée, c'est que la coordination s'assure, il ne s'agit surtout pas que la liste soit donnée au juge des enfants, que la liste soit donnée aux collègues de la protection de l'enfance, parce que l'infirmière coordinatrice, elle fait du travail de sur-mesure. C'est-à-dire que tel médecin, normalement, il ne prend pas de nouveaux patients. Il va peut-être avoir déjà ceux de sa patientèle dont il ne savait peut-être même pas qu'ils avaient une mesure. Et puis, on va éventuellement l'appeler pour prendre 1, 2, 3 autres enfants. Mais il ne va pas être appelé 10 fois dans la journée pour prendre 20 enfants. Donc, on répartit en fonction des territoires, en fonction des capacités des médecins. Et on a un vrai engouement. On a vraiment l'URLM était extrêmement. Il n'y a aucun autre réseau de santé qui a autant de médecins généralistes dans le réseau. Donc, oui, les médecins généralistes sont au rendez-vous. Ils sont là, ils ont envie de faire et ils font très bien et ils font les bilans de ces enfants. Et ce qu'on peut s'apercevoir déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de 40% des enfants pour lesquels il y a une préconisation psychomote, alors qu'avant, il n'y avait pas. Alors avant, ce n'est pas qu'il n'y avait pas besoin, c'est que les médecins ne s'autorisaient pas parce qu'ils savaient que ça ne serait pas pris en charge et qu'il y a c'était très compliqué. Et là, les médecins s'autorisent à préconiser de la psychomote, des soins psycho de ville. Et on voit bien comment la question du frein financier fait que des fois, on ne s'autorise pas des prescriptions parce que l'ergo, ses parents, ils ne pourront pas. Voilà. On a également alors que c'est pareil, vous avez dit avec la plateforme TND qui sont des psychomotes, des ergos, mais vous n'en aurez pas, ils ne vont pas pouvoir, ils sont débordés. Oui, ça c'est vrai qu'ils sont débordés. Et ils ont répondu présent. On a plus de 75 psycholibéraux, des psychomotes, les 75 psychomotes, on a 65 psycholibéraux, 26 ergos et 8 neuropsy. Et c'est vraiment un pari gagné sur le fait qu'on peut faire du ville-hôpital au bénéfice de la santé des enfants en protection de l'enfance. Alors, la question de la recherche, c'est-à-dire que la préparation de cet article 51, de cette expérimentation, a duré plus d'1 an et demi. Pendant 1 an et demi, à chaque réunion, on nous a dit ne nous parlez pas de recherche, ne nous parlez pas d'épidémiologie. C'est interdit. C'est de l'article 51, c'est pas pour faire de la recherche. Donc, vous pensez bien que le professeur Garleguen qui assistait au débat disait attendez, c'est pas possible. On n'a pas de données, on n'a pas beaucoup de données. Là, on va avoir des enfants pour lesquels on va pouvoir faire les bilans, regarder quel type de mesures, quel type de problématiques, quel type de préconisations, les courbes de croissance, les vaccins, tous ces éléments avec le bilan standardisé qui est fait, qui se base sur les carnets de santé et les fiches de dépistage TND. Ces bilans, ils ont été faits, validés avec la DGSS et envoyés à tous les départements. Ils peuvent être utilisés évidemment hors département. Il fallait que ce soit des bilans faisables dans un cabinet. Voilà. Donc, non. Alors, si, c'est pas possible. On ne va pas ne pas faire d'épidémiologie. C'est pas possible.
déjà, ça a été un point de discussion. On voit bien à quel point c'est compliqué. Et donc, on a quand même dit, il va bien falloir, c'est quand même important qu'on ait des recueils de données pour ensuite pouvoir faire de l'observation de cette cohorte et recueillir des données épidémiologiques. Donc, déjà, on voit bien là les freins qui sont extrêmement importants avec des incompréhensions entre le monde de la recherche, le monde des soins et de la clinique et le monde des décideurs. Ensuite, il y a l'irritant monstrueux, hein, ce qui est vraiment compliqué. Je vais dire un truc que tout le monde sait, mais on est quand même obligé de le redire, c'est les systèmes d'information. C'est-à-dire que le système informatique, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, nous, on se dit, bon, OK, on va essayer de prendre un système informatique qui soit facile pour que les médecins se branchent, rentrent les bilans, qu'en fonction de la place que l'on a et de la fonction, on accède au dossier de l'enfant, mais peut-être pas à tout. Effectivement, le TSPPE va peut-être pas accéder à l'ensemble de l'examen du médecin, mais doit pouvoir accéder aux préconisations, bien évidemment. Enfin, vous voyez que chacun, du côté de la protection de l'enfance et du suivi en protection de l'enfance et du côté de la santé, puisse retrouver les renseignements auxquels il doit pouvoir accéder dans l'intérêt de l'enfant. Alors, bon, on nous propose un magnifique système et ce système coûte l'entièreté du budget de service privé qui a déjà fait pour des réseaux de santé des enfants prématurés qui étaient en place dans notre région, sauf que la somme qui nous est demandée est équivalente à la somme du crédit d'amorçage. Donc, on doit renoncer à ce système informatique. Là, l'ARS met à notre disposition la plateforme IGCS Santé. Bon, là arrive la crise Covid. L'IGCS Santé ne peut pas travailler, donc on a pris 6 mois de retard sur les rentrées informatiques. On a commencé en 2021 et le système a été opérationnel qu'en 2021. Ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de ville connaissent déjà, puisque c'est la plateforme d'interaction avec l'ARS pour d'autres réseaux de soins. Nous, on peut rentrer les données de santé, mais là, on voit avec les autres départements. Et alors là, catastrophe, on s'aperçoit que les autres départements, en fait, ils sont dans d'autres ARS. Et qu'en fait, en France, toutes les ARS n'ont pas le même système informatique et qu'il y en a au moins 3 différents. Donc, ils ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Et donc dans les autres départements, on a des systèmes informatiques qui sont très performants, dans les autres ARS, pardon, très performants sur la coordination de soins, les alertes, etc. Par contre, les bilans de santé, ils sont scannés et mis dans le dossier. Donc, en fait, pour sortir les données épidémiologiques sur des tableaux Excel avec une colonne par patient, une ligne par patient, une colonne par item, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir à un moment donné, si on veut faire ça, payer des professionnels pour rentrer les données manuellement des bilans. Vous voyez bien déjà la perte de temps, la perte d'énergie, la perte d'argent, parce qu'au départ, on n'a pas un système commun. Voilà. Ensuite, dans les départements, vous le savez, pour ceux qui travaillent dans les départements, déjà dans le mien, les professionnels du département, ils ont déjà au moins 2 SI, puisque la PMI a son propre système informatique, et puis il y a un système informatique des professionnels du département. Donc là, ça veut dire qu'ils doivent rentrer les données dans un 3e système. Donc, déjà, il y a ces irritants de comment on récupère les données. Alors moi, je ne suis pas du tout chercheur, je le reprécise, je suis vraiment clinicien, pédiatre, clinicien de base. Donc, par rapport aux chercheurs, je vous prie de m'excuser déjà sur mon vocabulaire qui n'est peut-être pas suffisamment précis, qui sont dans l'Assemblée, qui vont trouver que je ne suis peut-être pas assez précise. Mais en tout cas, déjà en tant que clinicienne, à l'autre bout de la chaîne, il y a comment on va pouvoir recueillir des données et en tirer des enseignements dans l'intérêt des enfants et pour leur suivi. On a des irritants terribles et c'est extrêmement compliqué. Donc, on va finir par y arriver, mais en dépensant de l'énergie et du temps qui aurait pu être pensé dès le départ mieux. Et voilà, tout ça est très complexe. Je voulais vous dire ça. L'autre irritant extrêmement compliqué qui pour moi est surréaliste, et là encore, je le dis en tant que clinicien, et je comprendrais tout à fait que dans la salle, j'allais dire, mais parmi les professionnels qui sont là, ils auront peut-être un autre point de vue et ils me diront, mais c'est la CNIL. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on puisse arriver à discuter entre protection de l'enfance et CNIL. C'est-à-dire que là, dans l'expérimentation, 1 an et demi de tractation avec tous les juristes, avec la CNIL, pour arriver à un document simplifié d'une page recto-verso pour les enfants et leurs familles, assorti bien sûr des petits flyers qui sont expliqués par les éducateurs, les responsables ASE, enfin ceux qui annoncent santé protégée, comment leur enfant va pouvoir bénéficier de remboursements et de soins supplémentaires grâce à ce dispositif. Et il y a quelques semaines, 2 mois, tout à coup, on apprend que la CNIL demande à ce que tous les expérimentations 51, pour après justement cette extraction des données anonymes, etc., rediffuse à tous les toutes les personnes qui sont entrées tous les patients qui ont été inclus dans toutes les expérimentations article 51, un nouveau document qui fait 4 pages,
que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je lis au bout de 3 lignes, je lâche, je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui est dit et je ne sais pas qui va expliquer aux personnes incluses dans le sens. Et voilà, avec aussi des endroits où il est marqué qu'on peut les rappeler pour leur demander ce qu'ils pensent de l'expérimentation, etc. Alors, bien sûr qu'avec la DGCS, le travail est de pouvoir demander à ce que, voilà, il y a une infaisabilité. C'est-à-dire que nous, on a commencé à inclure des patients en 2021. Au 1er janvier 2021, il faudrait qu'on revoie tous les patients, tous les parents, qui a des autorités parentales, qui n'en a pas, qui va leur expliquer comment on leur envoie. Il y a des gens qui n'ont pas de boîte aux lettres, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Est-ce qu'il faut re-rencontrer chaque patient juste pour donner et aux parents? Il y a une infaisabilité et un frein terrible sur ce type de document, sur le fait qu'il n'est pas simple à lire et qu'il est même très difficile à expliquer pour quelqu'un qui, moi je suis en difficulté sur ce document. Donc, vous voyez, je voulais vous dire les freins. Là, actuellement, en Loire-Atlantique, on a 2700 enfants qui sont inclus, dont 2/3 ont eu leur bilan annuel. Certains même sont même déjà à leur 2e bilan annuel. Donc, on avance. On voit que ce qui nous avait apparu au départ, le frein principal qui était « Oh là là, mais les professionnels de ville sont débordés, ils ne pourront pas ». Si, en fait, ils font « Oh là là, mais les professionnels de ville ne sont pas compétents ». Si, ils sont très, très compétents, ils savent faire. « Ah oui, mais les enfants… » Oui, mais justement, ils voient des enfants de la protection de l'enfance avec un regard qui était différent de moi qui suis médecin, responsable d'une UAPED, qui ne voit que des enfants en grande difficulté qui relèvent de la protection de l'enfance. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai des compétences et les gens qui travaillent avec moi ont des compétences que d'autres ne vont pas voir, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être faites en ville par d'autres professionnels qui vont être intéressantes, qui vont apporter un autre regard et surtout, les enfants et les adolescents sont vus en dehors des situations de crise. Et si j'ai encore 2 minutes, je voulais donner quelques exemples concrets. Madame Capelier, vous m'autorisez encore Oui, vraiment 2 minutes, comme ça on peut conserver un temps d'échange. Vous voyez sur la question aussi que les négligences se poursuivent dans le suivi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écran. J'ai vu récemment sur réquisition, alors oui, c'est l'intérêt aussi de la coordination, j'ai vu une petite fille de 4 ans qui vient parce que, donc il y a une AEMO depuis plus d'1 an sur des négligences de la part de la mère. Madame a un nouveau compagnon, il y a des violences du nouveau compagnon, cette petite fille est placée, je la vois sur réquisition, cette petite fille rentre dans la pièce, elle louche. J'emploie exprès ce terme, le terme médical c'est strabisme, mais on voit tout de suite, on rencontre cette petite fille, on voit qu'elle a ce strabisme qui est là. J'ouvre le carnet de santé qui est vide, sauf au tout début. Donc, bien sûr, au début, il y a eu un suivi PMI et la PMI a noté qu'il y avait un strabisme qu'il fallait dépister, faire quelque chose, etc. Et puis là, l'équipe d'AEMO, toute cette année, a été en extrême difficulté avec d'abord, il y a eu du temps pour qu'elle se mette en place. C'est bien les difficultés de mise en place. Il y a eu 6 mois pour qu'elle se mette en place. Quand elle se met en place, une grande difficulté avec une dame qui est totalement opposée aux soins, donc un enfant qui est en retard vaccinal. Donc, on voit bien l'impact sur le somatique. Et là, voilà. Et donc, on voit bien que cette petite fille qui est suivie, qui est inscrite au CMP pour des soins psychiques, qui est en attente de soins psychiques, en fait, elle va être handicapée visuelle. Elle va être handicapée, elle est déjà handicapée sur le plan visuel. Elle est en situation de handicap sur le plan visuel. Et en fait, on est plein de professionnels autour. Et il y a une impossibilité parce que c'est difficile. Pourtant, ça se voit. Mais moi, c'est la première fois que je la vois, que ça se voit. Mais il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de négociations, de difficultés dans l'étayage pour cette petite fille qu'en fait, une des choses il y a une négligence grave de la part de cette mère, et notamment en santé pour cet enfant, et on voit la difficulté, malgré l'étayage, à ce que ça puisse être pris en charge, et qu'il faut énormément de temps, et là, il faut un événement supplémentaire de violence sur cette petite fille par une autre personne, pour que tout d'un coup, on se dise, là, il faut qu'elle voie un ophtalmo. Et effectivement, l'avantage de la coordination santé protégée, c'est que dans les 15 jours, elle a été vue par une strabologue du CHU qui, bien sûr, a débloqué un rendez-vous en 15 jours. Et aussi, je voulais dire, Martine l'a déjà dit, donc cette idée que quand il y a des négligences, il faut chercher les autres violences parce qu'on voit des situations, c'est comme toutes les violences peuvent être intriquées, y compris les négligences. Et des fois, on suit, et c'est très compliqué pour les professionnels, et y compris les médecins, on suit des familles, on voit des progrès, il y a de l'empathie avec des parents qui font des choses qui suivent, et pour autant, il peut y avoir des vraies violences, et on a vu plein de situations qui ne sont pas des histoires de chasse, où tout d'un coup, il y a des violences physiques et on s'aperçoit qu'elles ne sont pas nouvelles et qu'elles existent. Et que ça existe aussi dans les très bons milieux sociaux. Et j'ai en tête une situation dans un très bon milieu social d'une petite fille qui ne grossissait pas, qui ne grandissait pas. On a hospitalisé à plusieurs reprises, qui à l'hôpital grossissait, à qui on a cherché
des tas de maladies qu'elle n'avait pas, qui montait sa courbe de croissance dès qu'elle était à l'hôpital, voilà, et qui a une sœur, petite sœur, où on était dans la même situation, donc on était toujours dans cette histoire d'une maladie génétique, très en milieu social, parents bien insérés socialement, et bon, on se dit pathologie du lien, peut-être une maman dépressive, etc. Et puis finalement, ces enfants, à un moment donné, ont été perdus de vue, ont été revus sur une situation de suspicion de violence parce que l'une d'elles avait une plaie oculaire inexpliquée, donc une nouvelle information préoccupante par un professionnel qui n'avait jusqu'à maintenant jamais vu, dans une autre ville, ces enfants, et qui a été choqué de l'aspect de dénutrition des enfants. Donc hospitalisation, la plus petite avait un retard psychomoteur majeur puisqu'à 12 mois, elle ne se tenait pas assise. En 15 jours d'hospitalisation, elle se tient assise. En un mois de placement, elle marche. Alors on peut se dire, ah bah, c'est des histoires de chasse, mais non, on en voit des comme ça. Elles ont toutes les deux pris en placement, leur croissance a gagné en taille et en poids de déviation. Et en placement, après 6 mois, elles révèlent des violences physiques, des violences psychologiques et des violences sexuelles. Donc cette situation qui pendant plusieurs années a été prise pour, c'est déjà très grave, négligence, pour des négligences isolées, une pathologie du lien, voire même une maladie qu'on ne trouvait pas, bah, on s'aperçoit après pour ces deux petites filles, après qu'elles soient placées, que bon, heureusement pour elles, elles n'ont pas de maladie surajoutée, parce qu'on peut aussi avoir une maladie chronique ou un handicap qui est suraggravé, qui est un surhandicap du fait de négligence ou de violence. Et je voulais vraiment, c'est peut-être un peu excentrique au regard de tout ce qui a pu se dire avant, mais vraiment cette question qu'il faut, de la même façon, quand on voit des violences physiques ou des violences sexuelles, il faut chercher toutes les autres, les violences conjugales, les négligences, etc. Quand on voit des négligences, il faut aussi se rappeler qu'il peut y avoir des violences surajoutées. Je m'arrête là, excusez-moi pour le dépassement de temps. Merci.